Bienvenue sur Pause Marketing et Développement Spécialité. Aujourd'hui, on rencontre Cécile qui nous a fait un virement complet. De fonctionnaire au Parlement européen, elle est passée sur un métier qui ne se fait quasiment plus. Elle a changé de cap et elle nous raconte tout ça dans cet épisode. Bonjour Cécile, merci d'être là dans Pause Marketing et Développement. Et donc, qui es-tu ? Qu'as-tu fait comme étude déjà pour commencer ? Vas-y. Bonjour Anne. Cécile Cuvier, je suis relieur à Strasbourg, mais en fait... Toi, t'as fait un super diplôme. Avant d'être relieur, exactement. T'as eu quand même un diplôme qui est envié par beaucoup. Au moins pour les parents ou autres, même si... Alors moi, j'ai un diplôme de Sciences Po et un master en affaires européennes. Et donc, tu es devenue relieur. Ok, tout va bien. Ça mène à tout. Sciences Po donc mène à tout. On pensait plus à des carrières politiques ou toi, tu voulais être... Ah oui, en fait, mais je l'ai fait. En fait, j'ai travaillé pendant 12 ans dans les affaires européennes. Donc j'ai fait je travaillais au cabinet du commissaire Michel Barnier quand même. Ah ouais, quand même. Donc Sciences Po, Commission européenne, cabinet de Michel Barnier, pas n'importe où. Madame. Stagiaire. Ah, stagiaire. Au bout de combien d'années t'es stagiaire Pardon ? Dès le début t'es stagiaire ou au bout de 5 ans t'es encore stagiaire Non, en fait, c'est des stages, ce qu'ils appellent les stages livre bleu. Donc, tu as, je sais pas combien de milliers de candidats et il y en a un qui est sélectionné pour le cabinet, un qui est sélectionné pour telle direction générale. Félicitations. Non, et puis j'ai travaillé ensuite, j'ai fait du conseil à des entreprises. J'ai créé une première entreprise de conseil sur la réglementation chimique. Un truc passionnant. En plus, comme tu le dis... Moi, j'adorais. J'ai trouvé ça génial. C'était... une sorte de labyrinthe de jeu de rôle, d'aller trouver quel article voulait dire quoi et essayer de l'expliquer dans la langue des entrepreneurs. Ouais. C'était top. Et pourquoi t'as pas continué ? Parce que j'ai été appelée par le Parlement européen. Ah, madame a travaillé au Parlement européen. Ok. En fait, je rêvais, comme tout le monde, d'être fonctionnaire européen. J'avais passé des concours. J'avais réussi un concours, sauf qu'on est sur liste d'attente. Et on attend qu'on nous appelle. D'accord. Mais t'as quand même une voie un peu royale entre Sciences Po, le Parlement européen. Tout le monde ne peut pas dire qu'il a eu de telles réussites et études. Voilà. Bah, aujourd'hui, ça te fait marrer, mais c'est vrai que quand tu vois certains parents qui poussent leurs enfants à réussir, quand tu vois que certains, t'as un CDI, c'est génial. Alors, fonctionnaire au Parlement européen, alors là, c'est le top du top, hein. Et toi, maintenant, t'as tout envoyé bouler. Ouais, mais en fait, non, pour moi, c'était le Graal. Travailler au Parlement européen, c'était le Graal. Je faisais des trucs géniaux. J'ai rencontré des personnalités exceptionnelles. Par contre, un jour, je m'étais promis en y arrivant que je partirais le jour où je ne m'émerveillerais plus de la chance que j'avais. D'accord. Ça, c'était vraiment un truc, c'est-à-dire, t'y allais, t'étais vraiment toujours émerveillé, tout se passait bien, il y avait plein de choses qui t'arrivaient, tu rencontrais plein de monde, et un jour... Un jour, en fait, je me suis rendu compte, on était fin décembre 2014. Pour rappel, 2014, c'est élection européenne, c'est une année assez compliquée quand on travaille pour une institution qui vit les élections, une campagne électorale. Et donc on est fin décembre 2014 et je me rends compte que ça fait une semaine que je ne me suis pas assise sur un petit banc qui longe l'eau avec le bâtiment en fond, juste pour faire « Waouh, c'est trop bien, genre j'ai vu le pape, ouais, j'ai vu Aung San Suu Kyi ». Les trucs de normaux. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, moi aussi, je la croise tous les jours. Là, en allant chercher mon pain à Valence. Ouais. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que ça faisait une semaine que je m'étais pas émerveillée. Et le lendemain, j'ai dit à mon chef que je partais. Et tu savais, mais là, oui, faut aller.
Non, mais non, ouais, voilà, tu vas le voir et tu lui dis, ouais, ça me gave, en fait, il y a personne qui passe au Parlement. Et tu savais ce que tu voulais faire ou? Pas du tout. D'accord, En fait, là, comme ça. En fait, je savais juste que je voulais continuer à m'émerveiller, mais que j'avais sans doute fait le tour de tout ce que je pouvais rêver de faire dans ce milieu-là. Ça faisait 12 ans que je travaillais dans les affaires européennes, j'ai fait beaucoup de choses. Et alors, effectivement, mon chef et les N+2 n'avaient jamais trop vu ça. Un fonctionnaire au Parlement européen, il doit pas y en avoir beaucoup quand même qui démissionnent. Non, je m'émerveille plus, donc je pars. C'est quand même... ça doit pas être tous les jours qu'ils voient ça, hein. Mais en même temps, j'ai eu de la chance parce que quand on est fonctionnaire européen, alors on paye un impôt européen, on n'est pas complètement exempté d'impôt, mais surtout, on a le droit à du chômage. Ah oui, parce que tous les fonctionnaires n'y ont pas droit. Et en fait, ce chômage m'a permis de me donner le temps de réfléchir à une reconversion. D'accord. Parce que du coup, tu étais payé par l'Europe, tu n'étais pas payé par la France, tu ne payais pas donc d'impôts en France, mais tu as eu quand même le chômage européen ou chômage français ou... Le chômage européen. Européen, c'est encore un autre statut. C'est ça. En fait, tu payes des impôts européens qui sont une petite portion de ton salaire et tu as un salaire européen. D'accord. Et donc, t'as du chômage européen. Et donc, ce chômage, il te donnait droit à quoi? Reconversion, du temps, En fait, non, c'était juste une indemnité pendant quelques temps qui me permettait de voir venir et donc qui m'a permis de prendre le temps de réfléchir vraiment à une reconversion. Oui, parce que quitter le Parlement européen comme ça, parce que il y a plus de petites étoiles dans les yeux. Ok. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Est-ce que ça aide, un bilan de compétences? Moi, j'avais besoin de ce temps, donc oui, ça m'a aidé. Pour le temps, mais pas pour la réponse. Pour les questions. D'accord. Ouais. Les questions que tu es obligé de te poser pendant un certain temps et avant d'avancer. D'accord. Exactement. C'est pas forcément la personne que tu as en face de toi qui est importante, mais la manière dont ça va te faire réfléchir à ton propre parcours, ce que tu aimes faire, pourquoi. Et des questions un peu, effectivement, comme tu dis, pourquoi tu quittes l'Europe? Mais pourquoi? Ça, c'est des choses, et tu le vois beaucoup dans les gens en reconversion, l'entourage, comment ton entourage a réagi quand tu l'as dit, non, mais finalement, fonctionnaire au Parlement européen, donc... En fait, ils avaient... Je l'avais déjà fait. J'avais déjà démissionné de mon tout premier CDI pour créer mon entreprise. Ouais. Donc, en fait, que ce soit mes parents, mon mari, ils n'étaient plus étonnés de rien. mais du coup, en plus, ton mari, tu lui as pas dit avant? Ou tu lui as dit avant, je vais démissionner? Non, t'es arrivé le soir, tu dis, oh, en fait, j'ai démissionné aujourd'hui. C'est ça. Ah, d'accord. En fait, dans 2 semaines, je suis partie. Ouais. Ah ouais, t'as que 2 semaines en plus de... Avec les congés, etc. Ouais, ça ouais. Ah ok, non, ils ont même pas essayé de te garder un petit peu le temps de prendre quelqu'un d'autre, si? Ah non, mais toi, c'était fini. Oui. D'accord, dans ta tête, c'était fini, je me barre. Ok, c'est bon. En fait, je fonctionne à l'intuition et pour moi, une fois que une pensée a été formulée en mots, ça veut dire qu'elle doit être faite. D'accord. Là, la porte s'est fermée, il fallait que tu passes à autre chose. Exactement. Ok. Donc, du coup, tu prends ce temps de chômage pour essayer de comprendre ce qui va te motiver. C'est ça. Ce qui va t'émerveiller. Exactement. Et comme je suis curieuse, un jour, je téléphone à un ami qui me demande des nouvelles et il me dit, au fait, si tu sais pas quoi faire, demain, il y a un stage de reliure chez Maurice Salmon. Et mais moi, ça, au moment où t'étais quand même attiré par la reliure, par le manuel, Non, j'étais obligée de googler le mot, je savais même pas ce que c'était. Ah ouais, là, le top. C'est vraiment, ça t'est tombé dessus, comme si ça devait t'arriver un jour, quoi. En fait, je savais vraiment pas ce que c'était, mais je me suis dit, j'ai le temps, pourquoi pas. Je vais essayer la poterie, la reliure, non, c'est...
Bon, c'est à côté de chez moi, pourquoi pas. Et en fait, j'y suis allée, j'ai trouvé ça fascinant, génial. J'étais un vrai alien parce que les autres qui faisaient le stage avaient une vraie démarche dans le patrimoine, dans les métiers d'art, etc. Moi, j'arrivais parce qu'il y avait de la lumière, quoi. Tu savais que c'était dans les métiers d'art, ou tu te dis c'est un métier manuel, c'est... Je savais rien du tout. Rien du tout. Je suis arrivée vraiment en toute naïveté. D'accord. Et ah ouais, c'est... pour être très honnête, je suis une intello de base. Donc, je n'avais jamais rien fait de mes mains. Tu bricoles pas, Non. Ah ouais, donc, et la reliure, maintenant, tu vas nous expliquer donc ce que tu as subi pendant ce stage d'une journée, et qui t'a... 2 journées, 2 jours, et qui t'a révélé en te disant, j'ai des mains, j'ai des mains, cool. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est ça. En fait, non, ça m'a pas révélé le fait d'avoir des mains, même si j'étais étonnée du résultat et assez fière de moi. Mais par contre, j'ai voulu réparer une vraie ignorance. Comme si je me sentais coupable de ne pas savoir que ce métier existe, que ces gestes, ces savoir-faire centenaires sont encore présents. Et donc, j'ai voulu apprendre juste pour d'une certaine manière, être capable ensuite de les transmettre. D'accord, tu l'inscris dans une transmission de savoir-faire. Ok. C'était ma démarche au départ. Je pensais pas réellement en faire mon métier, parce que je pensais pas en être capable. Par contre, je me suis dit, c'est un milieu dans lequel je veux m'approcher, le milieu des métiers d'art, des artisans d'art, et pour pouvoir faire ce que je sais faire, qui est quand même un peu de la com à l'origine, et pour pouvoir les promouvoir. Donc à l'origine, je m'étais dit, je vais apprendre ce métier et peut-être que je vais créer quelque chose qui fera la promotion de savoir-faire d'autres personnes. Donc en fait, t'es sortie de là au bout de 2 jours, tu avais donc utilisé tes petites mimines, et tu avais appris ce que c'était que reliure d'art, et à partir de là, ça y est, c'était fixé. Tu savais que tu voulais transmettre ce métier. Non, au bout de 2 jours, t'étais pas encore... En fait, non, au bout de 2 jours, je me dis, je veux apprendre. Comme de toute manière, j'ai du temps. Oui. Bon, allez, je vais apprendre. J'ai du temps, donc je peux y aller 1 jour par semaine, continuer à apprendre. Et parce que, du coup, t'avais pas encore l'idée d'en faire ton métier. Ça commence... J'imaginais pas trop, quoi. Enfin... T'avais idée qu'on pouvait en vivre? Oui, forcément. Forcément, d'accord. T'as quand même fait la relation métier-argent, ou le fait de pouvoir en vivre et de pouvoir l'exploiter quand même. En fait, oui. Par contre, je le voyais plutôt pour d'autres que moi. C'est-à-dire que, comme dit, les personnes qui apprenaient en même temps que moi ensuite, et pendant ce stage et ensuite, étaient des gens qui avaient une grosse dimension patrimoine, histoire de l'art, ce qui n'est pas du tout un background très artistique. Très artistique et très historique. Et très historique. Et toi, là-dessus, t'étais... Rien. D'accord. Et en plus, c'est même pas je suis pas passionnée par ça. Je travaille pas actuellement sur des bouquins du 17e. Enfin, ouais, t'es pas restauratrice. Ouais. Voilà. Tu es relieuse. Exactement. Voilà la différence. Et donc, en sortant de là, tu t'es dit, je vais venir de temps en temps pour apprendre un peu plus, mais pas forcément faire un métier, pas plus que ça pour l'instant. Tu savais pas vraiment encore où t'allais. En parallèle, t'avais encore ton bilan de compétences. Ouais, et puis j'avais été démarchée par des écoles avec qui je travaillais avant. Donc je donnais des cours en école d'ingénieur. Après, j'ai commencé à donner des cours à l'école de management de Strasbourg, en école de communication. Donc, j'ai commencé à avoir une deuxième vie de prof dans mon ancien domaine, qui forcément pouvait intéresser. Mais ça intéressait les autres, mais est-ce que toi, ça t'intéressait? Ah, moi, j'ai trouvé ça génial. J'adore transmettre, en fait. Voilà, la transmission, c'est ton truc. Ok. C'est ça. Je trouvais ça fun de créer des programmes pédagogiques, de faire des cours et tout. Mais j'aimais bien apprendre. Et j'aimais bien le côté
me mettre en difficulté. Ah Autant donner des cours sur les affaires européennes, sur le lobbying ou autre, c'est facile. C'est ce que tu as fait pendant 12 ans. Donc, c'est expliquer comment tu gérais, en fait, pendant 12 ans, ta carrière, ton boulot. Même pas, mais c'est plus... si tu me demandes de te faire une conférence dans 1 heure sur l'agronomie en Ardèche, je peux te le faire. Et elle sera super. Je suis pas prétentieuse. Mais pour moi, c'est facile. C'est un rythme que tu connais, c'est une méthodologie, en fait, que tu Au Parlement, je faisais 4 conférences par jour sur des sujets différents dans 4 langues. Ah ouais, donc au bout d'un moment, ouais. Moi, j'identifie tout de suite l'info, comment ça va se mettre, machin. C'est quelque chose qui est dans ma zone de confiance. D'accord. Ça, c'est... Ouais. T'es dans ton confort. Là, t'étais dans ton confort. Et le fait d'aller à l'atelier de Maurice, tu sentais un certain inconfort? Carrément. Tu te mets vraiment en difficulté. Tu sais, en reliure, ça a une particularité, c'est que tout est réversible. Tout ce que tu fais peut être défait. Ouais. C'est bien. C'est vachement bien quand on apprend. Sauf que, à un moment, je me suis rendu compte que j'y allais le mercredi, je faisais. Pendant la semaine, je pouvais défaire et refaire jusqu'à 100 fois la même étape. Du coup, c'est plus du perfectionnisme, là, c'est du TOC. C'est un TOC, oui. C'est un trouble obsessionnel compulsif, là, presque. Ouais, en fait, non, mais c'est pour dire que pour moi, c'est pas quelque chose d'évident, en fait. Et j'ai dû arrêter la formation à un moment parce que ça en devenait maladif, quoi. D'accord. Mais lui qui te suivait, ton maître qui te suivait, il te disait de refaire, ou c'est toi non, c'est toi vraiment qui t'imposais de le refaire jusqu'à ce que ce soit C'est ça. Parfait. Ouais, donc c'est un trouble là, on est au-delà du perfectionnisme. Ouais, mais je pense que moi je vois je voyais toutes les erreurs, etc. et ça me convenait pas de rendre un truc. Ouais, qui était en même temps, les erreurs que toi tu voyais, les autres à qui tu allais rendre le livre ne le voyaient pas. C'était pas des erreurs qui étaient catastrophiques ou qui allaient détériorer le livre. Non, bien sûr que non. Et en plus, c'était mes bouquins. Donc, tu étais celle qui réalisait et qui n'était pas contente de sa réalisation, et en plus, tu étais celle qui récupérait les bouquins et qui n'était pas contente de la façon dont c'était fait. Ok, donc ouais, là, il y avait de quoi devenir complètement dingue. C'est ça. Mais donc, en fait, à un moment, je me suis arrêtée, j'ai fait oula. Il y a un truc, ouais. Et je me suis aussi, j'ai appris à justement observer les progrès, prendre patience avec. Te féliciter de tes progrès aussi. C'est ça. Et cette pause m'a été bénéfique parce que elle m'a permis, en m'éloignant de l'atelier, j'ai quand même travaillé toute seule à la maison et j'ai compris beaucoup de choses parce que j'avais pas de matériel, donc t'étais obligée de réfléchir à comment faire de la reliure sans matériel, donc comment les changer par certains outils. Et pourquoi telle étape doit être avant telle autre. J'ai compris beaucoup de choses, un peu comme un ingénieur, et ça m'a beaucoup aidé après à arriver beaucoup plus zen, quoi, sans pression. En fait, quand t'allais à l'atelier, on te disait quoi faire, mais tu n'avais pas forcément intégré le pourquoi des étapes les unes après les autres. Et du coup, t'as eu besoin de décomposer ça pour mieux l'assimiler. Exactement. En fait, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi il était important que, tu vois, il y a des règles simples, mais ta couture, elle doit monter de temps ou temps. Enfin, il y a des règles basiques. Et si tu ne comprends pas et que tu les quel va être l'impact après d'une couture ratée, ben, pour moi, je peux pas améliorer ma couture, en fait. D'accord. Et le fait d'être resté un moment coincé à faire, défaire, refaire éternellement, à quel moment, c'est une fois que tu as compris que tu as eu le déclic, qu'il fallait avancer et que tu allais en faire ton métier, ou c'était toujours pas ton métier pour l'instant, c'était juste un hobby?
Si. C'est à ce moment-là où je me suis dit que en fait, que je savais pas si je pourrais le faire, mais que je voudrais le faire. D'accord. Donc, t'étais pas encore sûre de toi, mais que c'était un métier qui était très attirant et que, voilà, t'exprimer avec tes mains, toute cette perfection, tout ce qui entoure, en fait, la reliure, parce que c'est quelque chose de très, très minutieux. Tu as fait plein de lives sur ton Facebook pour expliquer, voilà, t'as réussi à faire différents lives pour expliquer justement le métier de reliure. Tu fais beaucoup de petites vidéos pour expliquer ton métier, les différentes étapes de ton métier. Et c'est vrai que c'est plein de petites étapes les unes après les autres qui vont faire un livre. Et donc, combien de temps, à partir du moment où tu t'es dit, bah ouais, ça serait peut-être bien d'en faire mon métier, combien de temps il te faut pour réussir à te lancer et à te dire, allez, c'est bon, j'achète mon atelier, je prends un atelier, j'achète mes premiers outils, parce qu'en plus c'est des outils, c'est pas évident, tu vas nous en parler, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'étape où tu te dis, ah ouais, finalement ça me plaît, et ok, je me lance à mon compte? Un peu plus d'1 an et demi. C'est-à-dire que j'ai passé mon CAP, donc déjà. Ah, on a un petit problème. Voilà. C'était quand même. Tu parlais. Alors attends, on a un petit problème, un petit décalage. Donc tu as passé ton CAP. Okay. Je ne te vois plus bouger. Ok, de retour avec Cécile, on a eu un petit problème de liaison. C'est pas grave. Donc tu étais en train de nous dire que tu avais pris 1 an et demi pour réfléchir à lancer ta boîte dans la reliure de livres d'art, reliure d'art, et que tu avais donc cherché un CAP. Donc, en fait, j'ai passé mon CAP après ma formation, ce qui était pour moi essentiel pour faire ce métier, c'est-à-dire qu'il y a un métier artisanal et un métier d'art, donc tu es obligé d'avoir ce diplôme de base. Et tout à l'heure, tu parlais de Sciences Po en mode « ouais, c'est trop bien », mais le diplôme dont je suis la plus fière, ouais, voilà, c'est ce que le plus compliqué pour moi, c'est le CAP. C'est ce que j'allais te demander, c'est qu'aujourd'hui, le diplôme que tu préfères, c'est vraiment c'est ton CAP, quoi, que tu serais prête à l'encadrer. Et, franchement. Ouais. Parce qu'il est éloigné de tout ce que j'ai jamais imaginé faire, et je suis plutôt contente de l'avoir réussi, et en plus, pas si mal que ça. D'accord. Et dans la famille, vous êtes plutôt manuel ou intellectuel, du coup, dans ton environnement d'enfant? Mon frère est musicien professionnel. Donc mon frère est l'artiste de la famille. Ah, et tu essayes de le rejoindre? Et sinon, mes parents étaient plutôt intello et mon mari est intello. Voilà, donc il y avait pas autour de toi de profession artistique manuelle plus que ça? Non. D'accord, donc oui, c'est vraiment la découverte. Ok. C'est ça. Et pourquoi 1 an et demi? Parce que donc après mon CAP, il fallait quand même se dire, ok, je crée une entreprise, pour ça, je lâche mes cours, etc. Parce que ton CAP, tu l'as fait en full-time, en temps complet? Non. Non. Ah oui, c'était en combien de temps? En fait, c'était sur 2 ans, 1 jour par semaine, avec beaucoup de travail à côté. Ah ouais, 1 jour par semaine, c'est pas beaucoup, ouais, du coup. Et du travail à côté que tu faisais chez toi ou dans un atelier qu'on te... J'ai pas compris. Tu le faisais, le travail à côté, tu le faisais chez toi? Donc sans matériel ou... En fait, j'avais commencé à acheter du matériel progressivement. Ouais, parce que... Le matériel de base, j'ai commencé à l'acheter, mais j'ai un tout petit... j'avais une toute petite pièce qui me servait à la fois pour préparer mes cours et de plus en plus pour de la reliure. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment le bureau, machin, et puis progressivement, le bureau pour les cours est devenu comme ça, et la partie reliure... Tout petit, et puis la reliure a pris toute la place. Comment on trouve du matériel de reliure? Essentiellement d'occasion. Ouais, parce que c'est pas des choses qui se produisent, quoi. Est-ce que pour en trouver neuf, ça doit pas être facile ou ça doit être très cher? On peut en trouver neuf. Mais à mon sens, ça a peu d'intérêt puisque la fonte, c'est solide. Voilà, parce que dans l'après-midi, avant l'enregistrement, Cécile a déplacé des kilos et des kilos de fonte
Et non, ce n'est pas de la musculation. C'est que son matériel est très lourd en fait parce que il doit pouvoir tenir en place pour des livres, pour des voilà, on doit pouvoir travailler dessus ou appuyer. En fait, je pense que c'est simplement que les fabricants de ces machines au 18 ou 19e ne pensaient pas qu'on les déménagerait un jour. Oui, voilà, c'était quasiment construit sur place dans l'atelier, ça bougeait pas. Aujourd'hui, une presse, c'est ta presse, tu l'appelles comment déjà? Josette, la presse, donc elle pèse 900 kilos. 900 kilos, voilà, facile. À peu près. Oui, non, mais c'est l'été, elle va maigrir. Du coup, voilà, c'est du matériel qui est ancien, qui est solide, qui se transmet de génération en génération. Donc, c'est pas évident à trouver. Et du coup, pour l'amener chez toi, puis ensuite, à un moment, tu t'es dit non, ça rentre plus, quoi. Bah, en fait, mais c'est des belles rencontres aussi, parce que tout se trouve sur un site qui commence par le et qui finit par moins. Pas de nom, ouais. Ouais. Et en fait, c'est souvent soit des relieurs qui partent à la retraite ou ce genre de choses. Donc, on trouve pas mal de bonnes affaires, entre guillemets. Par contre, à l'autre bout de la France, donc effectivement, il faut aller les transporter, etc. Et c'est là que tu perds beaucoup d'amis. Elle déménage tous les week-ends, en fait, donc finalement, il préfère plus venir te voir. C'est surtout que quand tu demandes à tes amis d'emmener Josette 900 kilos, ils le font une fois, ils le font pas deux, quoi. Donc le métier manuel, c'est bien, ça demande une certaine force. Ouais, le tricotin, c'est vachement mieux. Si vous pensez à une reconversion, le tricotin, je conseille. Le truc en plastique où tu passes les... Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. C'est pas encombrant, c'est pratique. Ouais, je suis pas sûre qu'on arrive à en vivre encore, du tricotin, voilà. Du coup, à un moment, tu t'es dit, je vais acheter un atelier, parce que chez moi, c'est plus possible. Et je vais lancer ma société, relancer une nouvelle société, spécifiquement. En fait, j'avais déjà mon entreprise, tant que j'étais chez moi. Ouais. Donc, j'avais mon petit atelier pour le moment, au début, c'était correct. Après, j'ai eu un souci, puisque je me suis fait agresser, j'ai perdu l'usage de ma main pendant 2 ans, donc c'est un peu... Pour un travail manuel, c'est un petit peu embêtant. Voilà, ça a un peu changé mes plans. Et l'année dernière, j'ai retrouvé l'usage de ma main, et donc j'ai décidé de prendre un local pour pouvoir avoir le matériel qui vraiment me manquait. Josette, la presse à percussion, et aussi de la place pour pouvoir travailler sur... En général, je travaille entre 10 et 15 livres en même temps, donc il faut que je puisse les entreposer à différentes étapes. Voilà. Et combien il y a commence à être Tetris à la maison. Quoi. Voilà. Combien il y a des... Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Chaque livre a une étape particulière. Et des fois, c'est des étapes où ils doivent rester sur Josette. Quand ils sont chez Josette, ils sont pressés, donc ils doivent rester un certain temps avec Josette. Donc du coup, c'est vrai que Josette, elle est immobilisée le temps qu'elle a ce bouquin-là. Alors, Josette peut avoir plusieurs bouquins en même temps. Voilà, c'est pratique. Elle est super, Josette. Hein. Mais effectivement, en fait, il y a beaucoup de temps de séchage. C'est un métier où il faut pas se presser. Il faut vraiment laisser le temps. Tu sais, il y a une étape, par exemple, où on coindre les cartons. Ou juste, on leur donne un joli arrondi. Ce truc-là, il faut laisser le temps au carton de cambrer. Et tu peux pas... Le faire il n'y a pas encore de machine qui le fasse automatiquement. Peut-être. Voilà. Mais c'est un métier, une éloge de la lenteur. D'accord. Là où tu arrivais à faire 4 conférences en 4 langues par jour, là, tu es passé quand même à un rythme très différent. Oui. Merci de cette réponse concise. Donc, tu prends un atelier, tu commences à investir. Et d'ailleurs, il t'est arrivé une très bonne nouvelle la semaine dernière. Exactement. Parce que donc tous ces objets qui se transmettent de génération en génération ont un coût certain. Et donc, qu'est-ce que tu as fait ? En fait, ça a un coût effectivement plus que certain. Ouais. Juste pour te donner un ordre d'idée, une police de caractère pour faire un titre, alors,
Donc, nous, on achète lettre à lettre. Toi, t'as l'AZERTY sur ton clavier. Moi, j'achète lettre à lettre. Ouais. Si tu veux une taille de police, donc genre Times New Roman 11. Tu vois, ce que nous, on fait en Times New Roman 11, on fait en 3 secondes sur l'ordinateur. Toi, il faut que tu assembles toutes les lettres. Tu as toutes les petites lettres individuelles. Exactement. En taille 11. Ou en taille 12, ou en taille... Enfin, même si ça ne s'appelle pas comme ça. Et en fait, voilà. Une seule de ces polices, c'est environ 500 €. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà. Oui, ça coûte très cher. Et j'ai eu la chance, la semaine dernière, d'être soutenue par une fondation, Michel-Antoine Ribou, et associée aux Ateliers de Paris, et la fondation EY, qui m'accorde un prêt d'honneur justement pour investir dans du matériel de dorure. Voilà. Donc, je suis très fière. Voilà. Donc, en plus, heureusement que tu as l'habitude de faire des conférences, parce que tu as dû te déplacer à Paris pour aller présenter, alors quémander de l'argent, mais présenter ton métier pour qu'ils te donnent de l'argent pour pouvoir avoir ce prêt d'honneur et pour pouvoir investir dans ton métier. Parce qu'on a toi, tu as eu beaucoup d'investissements parce que tu as besoin de beaucoup de matériel. Aujourd'hui, comment tu fais pour trouver tes clients pour rentabiliser ton métier? Parce que tout le monde, même toi, tu ne connaissais pas ce que c'était qu'un relieur d'art. Alors, justement, moi, par rapport à d'autres confrères qui vont être des bibliophiles avant tout, etc., moi, j'ai pas cette prétention-là parce que c'est pas mon milieu. Par contre, j'aime bien montrer ce métier aux gens qui le connaissent pas. Donc, finalement, ma cible, c'est beaucoup de gens qui auparavant n'imaginaient pas forcément que ce métier existait et qui ont envie de s'offrir une sorte de petit luxe émotionnel, juste avoir un bel ouvrage qui peut être un livre auquel ils tiennent ou même un livre qu'ils vont écrire, qu'ils vont créer pour l'occasion, juste pour eux. Voilà, je me fais connaître surtout sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Voilà, mais tu es très active sur Facebook, sur LinkedIn. Tu as ton site et puis tu as aussi, tu fais beaucoup, j'expliquais tout à l'heure, tu fais plein de petites vidéos pour expliquer ton métier. Et dans ce que tu fais, on ne trouve pas que des vieux livres. Il y a des livres beaucoup plus récents qui ont été maltraités. Et tu arrives à en faire quelque chose, quoi. En fait, moi, je travaille vraiment... si on me ramène un livre du 17e, en général, je le renvoie à des confrères. D'accord, plus dans la restauration. Parce que vraiment, c'est pas mon cœur de métier. Par contre, un vieux livre plein de scotch, je vais vous détester, mais j'aurai plaisir à le réparer, à lui redonner une apparence. T'as fait un live spécial, arrêtez d'utiliser le scotch dans vos livres, c'est pas comme ça qu'on répare. Okay. Exactement. Et donc, du coup, tu crées ton petit réseau lentement, via les réseaux sociaux, tranquillement. Est-ce que tu t'es fait une stratégie? Pas du tout. Pas du tout. C'était quand même un peu ton job au départ, mais quoi, de réfléchir à tout ça. Et là, maintenant, non, tu te dis, ok, je connais mon métier, je le partage et ça arrivera. En fait, quand j'étais au Parlement européen, j'étais aussi community manager. Pour moi, il y a une grosse différence entre de la com institutionnelle où, pour vendre une institution, une entreprise, tu dois avoir une stratégie éditoriale, tu dois avoir un planning fait, etc. Moi, j'ai pas envie de ça sur ma page. Et comme je suis une grande bavarde, je trouve ça vachement plus facile de partager ce que j'ai envie de partager quand j'ai envie de le partager. Et en fait, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire que les gens qui viennent par ma page sont en général des gens qui vont pas être chiants. Mais on attire les gens qui nous ressemblent. Donc, je le dis toujours, en fait, on peut faire de la communication forcée, mais surtout, quand on parle de soi, quand on parle vraiment avec ses tripes, comme tu le fais, avec beaucoup d'explications, beaucoup de modèles, beaucoup de photos, de vidéos, finalement, tu vas avoir des gens qui vont pas être des encyclopédies, qui vont découvrir ton métier et qui vont te confier des objets qui sont... parce que pour certains, les livres, c'est encore hyper sacré, quoi.
en France, on ne passe pas à la liseuse. Il y a un gros problème. Amazon Kindle a du mal à passer parce que on est encore très papier. On aime toucher son livre. Ça a encore une valeur émotionnelle forte. Mais tu sais que j'ai même déjà fait une fausse couverture pour une liseuse. C'est-à-dire que la personne a une liseuse, mais elle lui a fait une couverture papier, une couverture. Mais parce qu'elle était jalouse de ce que je pouvais créer pour les livres. Mais en fait, les gens, je crois que ce qui m'attire vraiment le plus dans ce métier, c'est que les gens, quand ils me ramènent un livre, ils me ramènent pas un objet, justement, ils me ramènent une histoire. Et c'est cette histoire qui fait que tu as envie de rendre l'objet le plus beau possible, le plus conforme possible à l'envie de la personne en face. Exactement. Parce que on a un peu l'impression aussi que relieuse d'art, tu vas être dans ton atelier toute la journée, mais en fait tu croises beaucoup de monde et tu discutes beaucoup avec les gens. Ouais, alors je suis beaucoup toute seule quand même, mais quand quelqu'un vient me rapporter un livre, on va forcément passer minimum 1 heure et demie à juste parler de ce livre. Il y a à la fois ce qu'ils veulent en faire, mais il y a énormément aussi de pourquoi ils le ramènent. Parce que du pourquoi ils le ramènent va découler aussi un peu le comment je dois moi le traiter. Mais c'est la même valeur dans une entreprise. Quand tu expliques ton pourquoi tu fais les choses, les gens comprennent ce que tu veux faire, même si c'est pas didacticiel, si c'est pas une liste ou autre. À partir du moment où tu expliques ton pourquoi, les gens en face comprennent. Et si on t'explique le pourquoi on tient à ce livre, tout de suite, toi, tu sais comment tu vas pouvoir le traiter et l'analyser. Exactement. Et qu'est-ce qui a de l'importance pour eux, etc. Donc, et c'est une partie. Enfin, ce sont des moments moi que j'aime beaucoup. Je travaille sur des livres actuellement c'est que des belles histoires, quoi. Donc voilà, donc tu as trouvé enfin enfin. Alors peut-être que est-ce que un jour tu vas changer de métier encore? Ouais. Ouais, ok. Et donc tu parlais en début de transmission. Donc en fait, là maintenant tu veux transmettre aussi ton métier. Oui. En fait, alors je commence déjà, je donnais des cours, je faisais des stages, etc. J'espère à la rentrée être organisme de formation pour pouvoir former des personnes au CAP, Art de la reliure, et puis pouvoir proposer des créneaux hebdomadaires. Et en fait, dans les créneaux de cours, il y a 2 aspects que j'aimerais bien réconcilier, c'est la reliure traditionnelle et la reliure créative, c'est toutes les petites structures avec des coutures apparentes ou des choses comme ça, qui ont une tendance parfois à être un peu dévalorisées par les relieurs traditionnels, comme le do-it-yourself, loisir créatif, c'est mal. Et en fait, moi, j'ai bien envie de montrer qu'on peut faire ces reliures en respectant des savoir-faire, des gestes précis et professionnels. Genre, le papier, il a un sens et on n'utilise pas n'importe comment. Ouais, en imprimerie aussi, hein, le papier, ouais. Et en fait, montrer qu'on peut faire ça, des choses précises, professionnelles, tout en n'ayant pas forcément besoin de matériel ultra coûteux ou ultra lourd. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire sur ces cours-là, on va voir. D'accord. Mais donc, du coup, tu veux quand même transmettre à la génération future. Peut-être à quelqu'un qui viendra travailler avec toi à l'atelier. Si un jour j'arrive à embaucher quelqu'un, ce serait juste magique. Mais faut être honnête, en tout cas en Alsace, par exemple, la plupart des ateliers sont des ateliers d'une personne. Ouais. Après, ça reste assez précaire comme situation. Est-ce que ça reste précaire comme situation parce qu'il n'y a pas assez de travail? Ou est-ce que, comme beaucoup aussi d'artisans, les plombiers, les électriciens, ils préfèrent travailler seuls parce qu'ils ne veulent pas gérer quelqu'un? En fait, il y a eu une grosse période de creux avec les mutations de l'imprimerie, etc. Le fait que les restrictions budgétaires aient limité le nombre de livres que pouvaient être restaurés, par exemple, ou reliés par les bibliothèques. Donc, on fait des coupes budgétaires importantes. Ouais. Et donc, beaucoup d'ateliers qui avaient du personnel ont licencié.
Il y a eu très peu de formation pendant cette période-là. Et en fait, depuis 10-15 ans peut-être, beaucoup de revoilieurs à la retraite se rendent compte qu'il faut se bouger parce que ils ont du mal à trouver repreneur, quoi. Voilà, parce que pas forcément repreneur, mais toi, si tu crées quand même cette formation, cet organisme de formation, c'est que tu as de la demande. Ah oui. Et c'est là, voilà, il y a beaucoup de demandes, il y a personne pour les former, mais cette demande, à un moment, il va falloir ou qu'ils travaillent, ou ils vont pas faire que du loisir créatif, du do it yourself. Alors, le principe, normalement, quand ils passent le CAP, c'est soit de pouvoir travailler aux archives, en bibliothèque, etc. Mais par exemple, moi, les personnes qui m'ont contacté, je leur ai dit que il y a quasi pas de place. Ouais. Donc, il faut qu'ils sachent que dans un coin de leur tête, c'est se créer en indépendant. Voilà, d'accord. Donc se lancer à son compte. Exactement. Ce qui ne convient pas forcément à tout. Non, parce que il y a les horaires, il y a toi tu m'avais dit aussi il y a 15 jours, c'était impossible de te contacter parce que tu avais fait quasiment 15 jours de boulot d'affilée entre ton travail à l'atelier plus t'avais des j'avais des expos le week-end, j'ai fait en tout 22 jours. Voilà, 22 jours sans t'arrêter. Donc c'est quand même prenant. Et quand on sait bien, quand on est indépendant, on le sait que il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où tu bosses comme une malade, et puis des jours où ça va être plus calme. Et ça, tout le monde n'est pas prêt. C'est vrai qu'on a le confort du CDI qui derrière nous dit non, moi je fais 35 heures, pas plus, et ça marche. Quand on est indépendant, on n'a pas forcément ce confort-là. Mais bon. C'est ça. En fait, pour moi c'est une démarche très particulière de devenir indépendant. Et je peux comprendre que tout le monde n'ait pas, entre guillemets, les épaules, parce que c'est des investissements qui sont importants. C'est un risque. Oui. Si tu ne rentres pas d'argent, tu n'as rien. Après, c'est un risque, mais si tu crois en toi, en général, bizarrement, ça marche. Mais c'est surtout que si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas. Qui tente rien n'a rien. C'est ça, hein, qui tente rien n'a rien. Donc, il faut tenter, il faut se lancer, il faut essayer. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Cécile, pour cet entretien. Merci à toi. Donc, qui t'est lancée avec Josette à l'assaut des livres de l'Alsace. Et de l'univers. Et de l'univers. Donc, je mettrai les coordonnées de Cécile dans la description. Vous pourrez aller voir toutes les vidéos qu'elle a fait et tous les descriptifs. Elle explique super bien. Très bonne pédagogue. Et voilà. Des fois, je dis des conneries, mais pas trop. On le sait pas, c'est pas grave. Si c'est technique, on le sait pas, ça passe à l'as. Ok. Je vous mets tous ces liens. Voilà, vous allez bien vous marrer aussi en la regardant. Il y a des moments aussi, c'est sympa. Voilà. Et puis, il y a tous ces lives sur Facebook où le jour où elle a décidé d'ouvrir son atelier pour les week-ends des métiers d'art, c'est ça Les journées européennes des métiers d'art. Européenne, on reste dans l'Europe. On reste dans l'Europe. Journée européenne des métiers d'art qui, cette année, cause Covid, ne pouvait pas ouvrir. Donc, toi, tu as fait un live et tu as même rencontré des gens et tu expliques qu'il ne faut surtout pas de scotch pour réparer son toutes ces vidéos, je les ai mises sur mon site. En fait, si vous voulez pas scroller Facebook, sur mon site, j'ai créé une rubrique avec toutes les vidéos. Alors, super. Moi, ça, je ne fais pas de vidéos. T'es une communicante. Contrairement à certaines, je ne fais pas de vidéos, mais voilà, elles y sont. Elle fait pas de vidéos, mais elle les a toutes mises sur son site. Ok. Tout sera noté. Elles existent. Voilà. La bonne communication. Une fois que vous faites des vidéos, vous les stockez, vous les partagez partout. Voilà, tout simplement. Bonne astuce communication, Cécile. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Tu nous tiendras au courant de tous les élèves et de la formation. À bientôt, Cécile. Salut. Salut.